Au-delà des limites, c'est une conversation d'une heure environ qui est ouverte, sans complaisance, qui se fait avec des personnes déterminées, qui sont persévérantes et résilientes, qui vivent avec un handicap ou certaines limitations. Toutefois, on met l'accent sur leur parcours et leurs projets. Aujourd'hui, Yvan Deslauriers et moi-même, on reçoit Martin Deschamps. Bon, Martin Deschamps, je sais pas trop comment vous le présenter parce que me semble que c'est un homme orchestre, mais ce qu'on sait, c'est que c'est un chanteur, c'est un musicien et généralement, on le présente comme un chanteur-musicien rock, mais il a fait tellement d'autres styles et entre autres, il a participé récemment, j'ai vu ça, des festivals western, il a été du côté symphonique, alors bref, on va dire chanteur et musicien. Il est handicapé de naissance, il est né avec une seule jambe, la gauche, un demi-bras, le gauche, et la main droite avec 2 doigts seulement. Avec Martin, c'est sûr que même s'il a fait différentes sortes de musique, ça va rocker. Mais aussi, on va découvrir un gars de famille qui est sensible, qui aime la vie, qui est tourné vers les autres. Pour reprendre le titre d'une de ses chansons sur son album Intense, un de ses nombreux albums, en fait, il y en a 10 à son actif, comme on va le découvrir. Intense, qui est paru en 2006, on va s'envoler dans son univers. Mon cher Yvan Deslauriers, es-tu prêt? Je le suis. Tu es suis bien prêt? énervé. T'es énervé? Oui. Ben, on y va. Bonjour Martin Deschamps. Hey, salut! Salut, ça va bien? Ça va très, très bien. OK. Au cours de la cinquantaine de minutes là, qui va suivre, on va aborder ton enfance, tes liens avec ta famille, ton parcours, ta carrière. Écoute, c'est une carrière florissante. Ton implication aussi, ton engagement envers l'inclusion, puis aussi tes projets, parce que t'es né le 23 juin 1970, donc ça te fait juste 54 ans. Juste ça. Oui. Est-ce que c'est vieux, ça, Martin? C'est vieux, 54 ans? C'est moins jeune que 34. Mais j'ai encore le cœur jeune. J'ai encore la chance de vivre des moments fantastiques grâce à ma musique, grâce à la vie que je mène. Donc, ça me garde jeune. Mais il y a quand même des indices là, dont mes petits cheveux gris, dont... Mais ça paraît pas avec ton bandeau noir, là. Non, ça camoufle, ça camoufle. Martin, donc, je disais que tu as 54 ans. Tu es né dans une famille aimante. Tu as reçu ta première batterie à 11 ans. Ouais, mon premier instrument de musique officiel. Oui, c'est ça. Alors, donc, depuis ce temps-là, la musique a toujours été présente dans ta vie. Oui. Ouais. En fait, ma musique a été présente même avant ça parce que j'écoutais les albums de vinyle de mes parents qui étaient beaucoup axés sur Elvis Presley, puis les crooners aussi de l'époque, Aznavour, Sinatra. Donc ça, c'est mes premières... puis aussi, évidemment, Walt Disney, qui a beaucoup marqué mon enfance. Ah, donc, oui. tout ça... mis ensemble, donne aujourd'hui le rocker qui chante, comme vous l'avez dit tantôt, toutes sortes de musique. OK, là, on est rendu au vous, Martin. Ah oui, ben... Là, tu vas me mêler parce que je te dis, moi, là, le tu, non, le mais c'est vous... parce que vous êtes deux. Vous, c'est total. Ah, OK, Oui. vous, c'est total. OK. C'est notre couple. Une chance que tu l'as précisé parce que moi, je suis toujours mêlée là-dedans. Là, mes collègues pourraient te le dire. Moi, je passe de l'un à l'autre. C'est plus, j'ai aimé la musique de Walt Disney et c'est un rocker. Ça, c'est ça qui est resté dans mon cerveau. Mais tu pourras y revenir tantôt, Yvan. Moi, j'aimerais ça, dans un premier temps, dans ce segment-là, qu'on parle du déménagement de Montréal à Rawdon. Ça s'est fait, en fait, tu étais à l'école secondaire. C'est ça, quand tu étais à l'école secondaire?
En fait, c'était à l'école primaire. Au primaire. OK. En 4e année, j'étais toujours à Montréal, à l'école Morin-Nantel, dans le coin de Ville-Saint-Laurent. Et c'était un gros move, comme on dit en bon français, de déménager à Rawdon parce que, bon, j'avais eu quand même, pas de la difficulté, mais quand même une étape pour me faire accepter dans cette école-là en tant que personne handicapée. Là, quand tu étais à Montréal, tu parles. Oui, quand j'étais à Montréal. Ouais, et quand je déménageais à Rawdon, c'était un recommencement. Donc, des jeunes qui n'avaient pas vu souvent des personnes handicapées, que j'arrivais donc dans un milieu beaucoup plus rural, un village de campagne à Rawdon. Mais j'ai eu une belle facilité à m'intégrer à ce moment-là. Les jeunes avaient été préparés aussi, puis ça, j'ai trouvé ça génial de la part à l'époque de la direction puis des professeurs, comment les jeunes avaient été préparés à ma venue en tant que nouvelle personne handicapée. Il n'y en avait pas d'autres que moi dans cette école-là. OK. Et puis, ça a été tout de suite une grande amitié avec, entre autres, un musicien en 5e année. C'est rare qu'on trouve des musiciens en 5e année, mais mon ami Martin, alias Le Gros La Lancette. Oui, qui est toujours dans ton décor, hein, je pense, qui est toujours dans ton environnement. Mon cercle d'amis, effectivement. Ouais. Tu dis souvent, Martin, que la famille, c'est important. D'ailleurs, j'ai vu un documentaire que tu as fait. En fait, c'est dans le cadre de l'émission La Clé des Chants que tu animes à Mi-Télé. Tu as fait un documentaire, tu as invité des artistes qui ont des handicaps ou des limitations et leurs parents. Pourquoi les parents sont si importants, je dirais, dans la vie de tous les jeunes, c'est sûr, mais quand on a un handicap ou une limitation? Je dirais que dans le cas des gens que j'ai invités sur le reportage, c'était des parents très impliqués qui me faisaient beaucoup penser aux miens. Des parents qui ont donné les outils, l'encadrement, puis la chance à leur enfant handicapé de s'accomplir, d'arriver avec des talents musicaux, puis de les aider là-dedans. Donc, pour quelques-uns de ces jeunes-là, c'était des parents musiciens aussi, donc c'était particulier. Mais vraiment, c'était de voir à quel point les personnes handicapées qui ont des bons parents, si on peut dire, qui ont la chance d'avoir des parents qui les aident à devenir des personnes un peu plus autonomes ou un peu plus épanouies. Ça devient donc un outil très important pour nous, les personnes handicapées. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents fantastiques. Ils sont encore là dans ma vie d'ailleurs, et puis ils sont encore fantastiques. Ils n'ont pas lâché. Donc, non, ils n'ont pas lâché. Évidemment, mon père qui m'a aidé à trouver des moyens pour tenir des bâtons de drum, des baguettes de drum avec des courroies, il avait même défait sa ceinture de cuir pour en fabriquer une strap, une courroie pour moi. Et ma mère qui est toujours à mes côtés aussi, encore aujourd'hui dans la music business avec moi. Et c'est vraiment fantastique d'avoir comme ces alliés-là dans la vie. Donc, ça allait de soi pour moi que ces gens-là, dans le reportage, c'est important de présenter leurs parents aussi. Es-tu un bon parent, toi, parce que tu as une magnifique fille qui s'appelle Lou, qui a une très belle voix, mais qui vraisemblablement ne suivra pas tes traces, là. Donc, est-ce que tu es un bon parent? Puis est-ce que ça amène une petite déception, le fait que Lou ait choisi une autre voix, que c'est le cas de le dire, que celle de la chanson? Faudrait demander à Lou si elle trouve que je suis un bon parent, mais je fais mon possible. J'essaie de transmettre les valeurs que mes parents m'ont données à ma fille parce que je pense que je mène quand même une vie fun, une vie intéressante. Et puis, ce qui est bien le fun aussi, c'est que ma fille a grandi à Rawdon, comme moi, dans un milieu, on parlait de campagne tantôt. Et donc, ça fait qu'on se ressemble. Et puis, oui, c'est vrai que ma fille a une très belle voix. Elle aurait tous les outils nécessaires pour faire une carrière avec cette voix-là, avec cette audace-là aussi qu'elle a. Mais elle préfère prendre une autre avenue. Elle étudie présentement pour devenir courtier immobilier. C'est pas mal une autre avenue, ça?
Oui, c'est pas mal notre avenue, mais elle a toujours ça dans sa poche d'en arrière. C'est comme ça. on dit. Et puis, dans les parties, dans les karaokés, elle se démarque, elle fait fureur. C'est le cas de le dire. Écoute, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais on va y revenir. Tu as fait des études au Collège Annecy en graphisme. C'est un peu, quand on regarde ça, le graphisme et ta condition avec ton handicap. On a de la misère à comprendre comment ça peut s'allier, mais disons qu'on va en parler dans un autre segment. On va faire une petite pause et tout de suite après, Yvan va parcourir ta carrière avec toi et avec Breen Leboeuf. Alors, Martin, on a touché à peine à ça, mais on a parlé du cégep à Annecy. Et là, il s'est passé pas mal d'affaires, à part les études. Oui, bien, au cégep Annecy, j'avais la chance d'être parmi les musiciens qui présentaient des spectacles de début d'année, de fin d'année, de party. Il y avait les cégep rock, cégep en spectacle, tout ça. J'étais toujours bien content de participer à ça. Donc, au-delà de mon talent de graphiste, je pouvais aussi participer à ces spectacles-là. C'était vraiment cool. Puis là, est-ce que ton ami d'enfance, Martin Legros, est-ce qu'il était là à ce moment-là? Non, lui, il n'a pas poursuivi ses études au cégep. Il s'est lancé dans la maçonnerie et la menuiserie avec ses frères et son père, c'était de génération en génération pour lui, donc ça allait de soi. D'accord. Et j'ai appris que c'est à travers ces spectacles-là que tu as découvert que tu pouvais chanter aussi. Ouais, ben, en fait, j'ai commencé à jouer de la batterie, comme on le disait tout à l'heure. Ensuite, j'ai appris à jouer de la bass. Puis c'est vraiment après que j'ai commencé à chanter, donc vers l'âge de 16 ans, 15-16 ans. Donc, je suis rentré au cégep à 17 ans. Donc, c'est à peu près le timing où j'ai commencé à exploiter ma voix puis à devenir un front singer, chanteur devant la scène. Et dans les cégeps en spectacle et ces choses-là, vous avez participé, mais je pense que vous n'avez pas nécessairement gagné des prix. Est-ce que je me trompe? Pour cégep en spectacle, j'avais remporté le concours local, celui de mon cégep. Et après ça, quand on s'en allait vers d'autres cégeps qui étaient aussi en liste, j'avais participé avec des numéros peut-être un peu trop étranges pour eux. C'est quoi ça? C'est des chansons de Walt Disney? Des tunes heavy, des tunes qui n'allaient pas nécessairement rejoindre un large public. À l'époque, j'étais boqué sur mes styles de chansons puis mes styles de musique qui allaient peut-être justement rejoindre moins le public. Mais c'était quand même avec toute mon audace que j'arrivais là. Puis je sortais d'un road case. Il y avait 2 gars en habit qui me sortaient d'un road case pour ma présentation. Puis là, ben, les gens ils étaient un peu étonnés de mon physique. Hein? Je me servais un peu de ça pour impressionner, mais c'était peut-être malhabile à l'époque. Aujourd'hui, j'ai peut-être plus la façon de me présenter qui fait que les gens sont peut-être plus à l'aise avec ma condition. On appelle ça l'expérience, Francine. Martin, juste une petite parenthèse. Je ne sais pas si tu le sais, mais il y a une certaine Ariane Moffat qui n'a jamais gagné Cégep en spectacle. Je vais juste te dire ça. Ben, l'important, pareil, c'était de vivre ces expériences-là. Puis vraiment, c'est comme ça qu'on finit par avoir cette expérience-là sur scène après, puis de mettre ça en valeur. Sauf que à l'Empire des futures stars, là, c'est là que tu as commencé à bâtir une certaine notoriété. Oui, ça, c'est en 1996, je crois. C'est ça, oui. Et puis, j'avais encore une fois, mon groupe, avec notre musique étrange, on n'avait pas remporté, mais moi, j'avais quand même gagné le chanteur de l'année, donc il avait reconnu que ma voix était quand même particulière. Et c'est Norman Brathwaite, je me souviens, qui m'avait remis mon prix à l'époque, puis j'étais très, très content
de ce prix-là. J'étais content, entre autres, parce que j'étais le leader d'un band que j'ai toujours traîné avec moi, comment je dirais ça, le band est aussi important que le chanteur dans un événement comme ça. Puis j'ai vraiment remercié mon band quand c'était bien important pour moi là, quand j'ai eu le prix. Ça allait à tout le monde, même si c'était il disait pour le chanteur. Là, oui, je pense que c'était écrit Martin Deschamps sur le prix. Oui, mais c'était Deep Freeze, le band. Et là, on va se tourner vers un invité, Breen Leboeuf. Bonjour, Breen. Bonjour. Et comment vous avez entendu parler d'un certain Martin Deschamps? Ah, je l'ai entendu chanter en premier. J'étais le président d'honneur pour les fameux télétons de paralysie cérébrale à l'époque. D'accord. C'était en 80, je suis la date, mais j'ai entendu chanter une chanson d'Offenbach et j'ai fait un double take avec vous en anglais. Je me suis dit, c'est quoi que j'entends? Il faut que j'aille en avant voir qu'est-ce que j'entends parce que c'est oui, hein? Je me suis déplacé et j'ai regardé la scène et c'était encore plus spécial parce que le chanteur, c'est un bassman. Un jeune bassman, mais il jouait d'une façon que j'avais jamais vue ou entendue. Il avait développé un style et une technique à lui, complètement à lui, et il chantait d'une voix puissante dans le genre de musique que moi j'aime beaucoup. Et il chantait évidemment une très bonne chanson, c'était une chanson d'Offenbach. Il y avait tous les points de son bord tout de suite. J'étais gagné, j'étais un fan dès le début, dès les premières. Et là, Martin, est-ce que toi, tu connaissais Breen Leboeuf, à part ses chansons, évidemment, mais est-ce que tu l'avais déjà rencontré? Je pense que c'était notre première rencontre cette fois-là. Première rencontre, Martin. Ouais. Puis j'étais très impressionné parce que moi, Offenbach, évidemment, ça a bercé mon enfance, mon adolescence surtout. J'avais tous les albums, puis avec mon groupe, on jouait vraiment beaucoup de chansons d'Offenbach. Donc, en 80, c'était même avant l'Empire des Futurs Stars. Ça, je crois qu'on était en 92 quand on s'est rencontrés. Ouais, tu as raison. Ouais, et puis c'était donc une participation au Téléthon à l'époque. Et vraiment, on était pas mal une race de rockers qui essayait beaucoup d'avoir le chien qu'Offenbach avait sur scène, puis sur les chansons, sur les albums. Donc, c'était un peu nos modèles. Oui, c'était le standard, là. Ben oui, c'était les rockers du Québec, puis nous autres, on essayait de faire comme eux, puis justement, c'est pour ça qu'on avait choisi une chanson d'Offenbach à l'époque. En fait, si je me souviens bien, c'était un cover qu'Offenbach faisait Quand les hommes vivront d'amour, mais la version qu'Offenbach avait fait à l'époque. Donc, c'est pour ça que Breen avait reconnu la version. Et là, dans la vie d'Offenbach est arrivé beaucoup de choses, dont le décès de Jerry Boulet. Alors, quel a été le schéma de pensée de Breen et probablement des membres de l'équipe qui a amené à dire « on appelle Martin Deschamps ». Bien, c'était un désir de jouer encore ensemble. Moi, Johnny et John, on était encore assez proches musicalement, puis on se voyait souvent. Et on avait l'envie de ressortir avec ce répertoire-là. Mm-hmm. C'est très drôle. On a mis une petite annonce dans le journal de Montréal. Ah oui? Il est moins cher, 15$. Oui, mais à l'époque, 15$, c'était pas rien. Une bad chance, une chef chanteur avec un numéro de téléphone. Et j'ai eu des téléphones très bizarres, des gens qui ne voyaient pas leurs yeux. Puis, justement, on a fait des auditions. Donc, vous n'aviez pas trouvé votre perle rare. C'était difficile. Les auditions étaient difficiles. Puis, en fin de compte, c'est John McGill qui a flashé sur Martin parce que ça ne m'a pas venu à l'esprit. Puis, John il a dit Martin Deschamps, il chante dans les bars de Jerry. Oui. Il a une grosse voix. Il a une voix. Oui. Il parlait déjà beaucoup du matériel qu'on fait. Lui, il a évidemment un amour pour ce style de musique-là.
on devrait le laisser vivre. Est-ce que c'est une manière de faire, ça, poster, c'est-à-dire non pas poster, justement, à Une autre l'époque, époque, ça. on publie, c'est ça, publier une annonce dans un journal comme le Journal de Montréal. Puis Martin, toi, t'as répondu à cette annonce-là, c'est ça? En fait, moi, j'étais en train de jouer dans un bar à Joliette. Puis le sonorisateur de ce soir-là avait vu cette annonce-là dans le journal, puis il me l'avait apporté parce qu'il savait que je chantais beaucoup d'Offenbach à l'époque. Puis on avait un hommage même à Offenbach qu'on appelait le Call-in the Band, en hommage au Call-in the Blues. Oui. Mais là, qui a appelé qui alors? J'ai pas reçu d'appel de Martin. J'ai pas reçu d'appel J'étais en campagne, je pense, à l'époque. Oui, à Saint-Gabriel. Oui, ça fait qu'on ne s'est pas parlé, Martin. Je ne sais pas si tu as appelé. Je me souviens pas de la première communication, mais je me souviens que j'avais su que j'avais pas eu la job au début. Il y avait eu un autre essai avant moi. Puis le gars en question avait peut-être fait 1 ou 2, 3 spectacles. Puis les membres d'Offenbach ont réajusté leur tir. Puis là, Breen, c'est là que tu m'as appelé. Ouais, là, j'ai entendu ta voix dans le téléphone. OK. Ouais. Puis là, ça prend pas des bons chanteurs, ça prend quelqu'un qui peut fitter avec la gang. Oui, c'est ça. Alors, Martin, t'entends Breen Leboeuf au bout de la ligne. Comment tu réagis? Ben là, en fait, quand j'ai su que c'était pas moi au début, j'y croyais pas. Je disais, il y a quelque chose qui va arriver, c'est pas vrai, c'est supposé. J'avais comme tellement confiance que j'étais pour remplir la mission de venir, de prendre la relève vocale pour Jerry, que je me suis dit, il va se passer quelque chose, je vais avoir un appel à un moment donné, puis ils vont dire non, finalement, puis c'est ça qui est arrivé. Fait que vraiment, là, mais après, quand Breen, on a raccroché, j'ai lâché un grand cri de joie. Vraiment, c'était au-delà de toutes mes aspirations, de tous mes rêves, que de devenir chanteur pour le groupe fétiche que j'avais connu comme ça à l'adolescence. Puis, Breen, quand vous recevez Martin sur le premier spectacle, là, Martin est en avant, il est au micro, vous êtes en arrière. J'imagine que vous vous regardez en disant « On l'a l'affaire, c'est vraiment ça ». Oui, mais on savait pas exactement comment ça fitterait avec le public d'Offenbach. Ah oui, oui. Que Martin les surprendrait. On savait que les gens étaient pour être surpris par Martin, par la puissance de sa voix, la façon qu'il chantait les tunes avec tellement de zeste. Et évidemment, son apparence était extraordinaire pour un chanteur rock. Ça fait que là, on a fait exprès de commencer le set, si je m'en souviens bien, avec Promenade sur Mars. Ça fait qu'on a commencé avec une chanson qui n'était pas là, Martin. Oui, c'est ça. Donc, le début du spectacle. Il y a un gros intro instrumental, puis Martin rentre en scène, puis moi, je regardais le public pour voir leur réaction. Mm-hmm. Il y a des bouches en haut, tu sais. La bouche en haut. C'est quoi qui se passe? Là, il n'a pas chanté encore, lui. C'est aussitôt qu'il a ouvert sa bouche, là, des sourires, les gens, ils ont fait « Ah ouais! » Oui, parce que en préparant cette émission-là, j'ai écouté Jerry Boulet, j'ai écouté Martin, puis à certains moments donnés, on n'est plus sûr qui est qui. Là. C'est vraiment des voix qui se ressemblent. Ouais, ben à l'époque, j'essayais vraiment de rendre ça le plus Jerry Boulet possible avec les airs qui roulent puis la grosse voix pleine de garnottes, hein, comme on dit. Et avec le temps, justement, j'ai trouvé un peu plus mon identité. Puis quand est venu le temps de faire ma carrière solo, j'avais modifié un peu tout ça dans le but que les gens, justement, fassent la différence. D'ailleurs, en faisant la recherche, Breen, vous êtes à peu près du même âge que Jerry Boulet avait à l'époque. Là. Mais là, vous avez un petit jeune qui arrive d'une vingtaine d'années au moins de moins que vous. Et pourtant, l'amitié a pris. Oui, mais à travers la musique, on oublie l'âge très vite. On joue du rock and roll, on se regarde en pleine face. C'est un plaisir de partager que je souhaiterais à tout le monde qui soit capable de vivre ça. Mais oui, c'est sûr que les générations, une génération nous séparait, moi et les membres d'Offenbach, mais quand on était sur scène, c'était vraiment pas important. D'ailleurs, vous avez fait d'autres projets ensemble. Vous avez fait un album ensemble, entre autres. Oui, Le Bœuf des Champs. Avec un autre petit jeune.
Oui, avec Ricky, qui était une autre génération plus jeune que moi. 3 générations en avant. Ouais, Ricky Pocket, qui était le guitariste et aussi beaucoup l'arrangeur peut-être des nouvelles versions un peu qu'on faisait des chansons d'Offenbach. Il était excellent. Puis vraiment, il y avait un gars de 25 ans, un gars de 45 ans, puis un gars de 65 ans à l'époque. C'était pas mal ça. La transmission des générations, c'est ça. Oui. Oui, mais moi, je vois pas tant la transmission comme le fait qu'ils passaient du bon temps ensemble et ils nous partageaient ce bon temps-là. Oui. Est-ce que Breen, on va commencer avec Breen, est-ce que vous avez d'autres projets en vue avec Martin? Avec Martin, quand il m'appelle, je suis là. Si le calendrier me dit que tout est beau, avec plaisir, parce que chaque fois, c'est quand la dernière fois qu'on a joué et on n'a pas aimé ça, Martin? C'est jamais arrivé. C'était toujours avec plaisir que je reçois un appel de Martin avec une date que je peux mettre dans mon calendrier. Oui, d'ailleurs, Martin, j'ai vu sur les internets, à un moment donné, vous avez fait une capsule ensemble, justement, à Rawdon. Ben oui, on en a fait plusieurs. On a eu en studio avec Martin Deschamps, où là, on s'est éclaté pas mal à enregistrer des chansons. On a aussi eu, évidemment, notre projet Le Bœuf des Champs, mais à travers tout ça, on s'amuse des fois, oui, à faire des capsules puis à faire des petites vidéos ensemble. C'est toujours bien cool. Et dernièrement, à La Clé des Champs, mon émission qui passe sur Ami Télé, Breen est venu se prêter au jeu avec notre ami Danny Lampron pour faire une chanson de Jerry Boulet. Ça a été une super journée encore une fois. Fantastique. Ouais. Un grand merci, Breen Leboeuf, pour s'être joint à nous et nous avoir partagé certains éléments de cette époque-là. Un gros merci. Et Martin, tu restes avec nous parce que... Certainement. On a d'autres questions à te poser sur plein d'autres affaires. Sûrement. Alors, merci, Breen, et à une prochaine, on espère. Salut, les amis. Merci beaucoup. Salut, mon beau Breen. À bientôt. Oui. Alors après, bien, on va revenir sur certains événements dont on n'a pas eu le temps de parler, mais on va se concentrer sur 2 événements qu'on a retenus principalement, les Jeux paralympiques et les funérailles de Jack Layton. Vous écoutez Au-delà des limites avec Yvan Delory et Francine Forget. Alors, évidemment, la carrière de Martin Deschamps, là, ça se résume pas, même pas en 50 quelques minutes, mais quand même, peut-être vous rappeler qu'il y a eu un premier album, parce que maintenant il est rendu à 10, qui s'appelait Comme je suis, en 2000, qui a eu un tirage de 100 000. C'est pas rien. Il a reçu aussi le Félix Spectacle de l'année auteur-compositeur-interprète en 2001. Il a participé à beaucoup de concerts. On se rappellera, entre autres, le Centre Bell. Il a fait 5 fois le Centre Bell. 5 fois, Martin, c'est ça? Oui, différentes formules. C'est ça, dont le fameux show, en tout cas, moi, je l'appelais le fameux show, Marjo et ses hommes. Oui, ça, c'était vraiment... C'était quelque chose, hein? Éric Lapointe, avec les respectables, etc., etc. Tu as fait la première partie aussi de AC/DC au Stade olympique. Oh boy, non, je suis allé les voir. T'es allé les voir? Je pensais que tu chantais. On vient de te donner une promotion. Mais j'étais dans la première rangée, par contre. C'est pour ça qu'on a confondu, imagine donc. Oui, c'est dans la première rangée. T'aurais pas dû le dire, on l'aurait gardé, ça aurait été beau. Ouais. Notre petit secret. Alors, on sait que tu étais en direct de l'Univers symphonique. D'ailleurs, c'est une émission à laquelle tu participes souvent. Et musique de films, de séries. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a une nouvelle série où on va... En tout cas, il y a une de tes chansons qu'on entend, là. C'est dans Veille sur moi.
c'est ça? Oui. Avec bientôt, c'est Guylaine ça. Tremblay et Pascal Renaud-Hébert, là, qui vient d'être mis en ligne sur tout.tv. Alors, bref, t'arrêtes jamais. Mais disons que nous, on aimerait ça plus particulièrement parler de 2 événements. Le premier, c'est les Jeux paralympiques de Vancouver en 2010. Alors, à ce moment-là, tu chantes et tu fais une prestation très remarquée. Peux-tu nous en parler un petit peu de ce que tu as chanté, puis pourquoi ça avait été si remarqué devant 60 000 personnes quand même? Oui, en fait, c'est un appel que j'ai eu des Jeux paralympiques. Le réalisateur télé de l'événement nous avait contactés, puis il souhaitait que j'y aille avec ma moto. Mon Harley, que j'ai un 3 roues modifié pour moi, qui est assez spectaculaire aussi comme moto. Et puis, donc, la moto a été transportée à Vancouver en train. Et puis, on me demandait d'être là une semaine avant l'événement pour qu'à chaque jour, on pratique l'entrée, la chanson, la chorégraphie aussi, parce qu'il y avait autour de moi des athlètes en fauteuil roulant qui étaient déguisés en gladiateurs. En tout cas, c'était vraiment tout un numéro. Pour la chanson, j'avais composé à l'époque pour les Boys 4, une chanson qui s'appelait Es-tu un Boys? Et puis, j'ai repris la chanson en changeant les paroles pour Es-tu rock and roll? Qui est une chanson qui voulait vraiment, qui s'adressait aux athlètes, aux sportifs. Donc, c'était un choix parfait, très énergique comme chanson. Et puis, ça a été un numéro que je vais me souvenir toute ma vie. Si jamais vous avez la chance d'aller écouter ça, d'aller voir ça sur YouTube. Sur YouTube, Martin Deschamps, Paralympique. C'est très facile à trouver. Puis, c'est quelque chose qui a marqué ma vie, vraiment. Sur le plateau de Tout le monde en parle, à un moment donné, tu te retrouves avec Jack Layton. On est en octobre 2008. Toi, tu es là pour faire la promotion d'un nouvel album qui s'appelle Le piano et la voix. Est-ce que c'est... Puis là, il y a vraiment une connexion entre vous deux. Est-ce que c'était la première fois que vous vous rencontriez? Et est-ce qu'il connaissait ta musique, Jack Layton? C'était pas la première fois qu'on se rencontrait. J'avais eu l'occasion de le croiser dans un bar à Québec où on a pris une petite bière ensemble parce qu'il était dans un cours d'intégration au français. Jack Layton, c'était très important pour lui de parler bien français, s'adresser aux Québécois ou à tous les Canadiens français. Donc, premièrement, je trouvais ça remarquable de sa part de s'intégrer comme ça puis de vraiment prendre un cours à Québec. Et là, j'avais été chanter ce soir dans ce bar-là. C'était pas mon band, mais ça arrive souvent que quand je me retrouve où il y a un band, je finis par embarquer sur le stage puis chanter une chanson. C'est pour ça qu'on pensait que tu avais... Ben oui, et CDC, voilà pourquoi. C'est ça, on était sûr que tu avais sauté sur la scène. Et non, je ne suis pas embarqué avec ACDC, mais ce soir-là, donc, ça a été notre première rencontre. Deuxième rencontre, c'était lors d'un événement sur la colline parlementaire à Ottawa, au Parlement, où on allait, en tant qu'artiste, défendre nos droits d'auteur, nos droits sur la loi sur les droits d'auteur. Et puis, Jack Layton était là avec nous au front pour nous aider à nous faire entendre là-bas. Malheureusement, ça n'avait pas porté fruit, cette rencontre-là. On avait été mal reçus de la part de d'autres politiciens, mais ça, c'est une longue histoire. Mais voilà on se retrouve sur le plateau de Tout le monde en parle, comme tu l'as dit, et j'ai l'occasion de faire pour lui une caricature. J'avais fait le Schtroumpf Jack Layton live comme ça à la télévision. Et puis, en tout cas, ça avait fait 3 rencontres vraiment amicales, vraiment remplies de bonté, je dirais, d'amitié. Et puis, c'est pour ça, je crois, que j'ai été appelé lors de ses funérailles pour aller chanter. Est-ce que tu as été surpris quand tu as reçu un téléphone on t'a dit, Martin, on aimerait ça, Jack aimerait ça, parce qu'en fait, il avait, j'imagine, fait cette liste-là avant. Oui. Il aimerait ça que tu chantes à ses funérailles. Et qu'est-ce que tu avais chanté, toi? J'avais chanté justement une des chansons de l'album Le piano et la voix que j'allais présenter à Guy Lepage, qui s'intitule Croire. Une chanson fantastique qui est très solennelle, qui avait
tous les mots que Jack aurait aimé entendre de son vivant, avait entendu justement. Croire, il suffit de croire, et tout renaît, tout est refait, la vie ne peut rien contre l'espoir, quand on veut croire. Donc c'était très, très beau. Capella, je pense que le prochain segment, parce qu'on s'en va vers le prochain segment, plutôt que de mettre la chanson, je pense qu'on va lui demander qu'il nous chante ça à capella. Martin, on avait prévu, évidemment, c'est comme un incontournable, on a parlé de l'inclusion, hein, c'est quelque chose, je dirais que c'est une mission, tu es d'une certaine façon la voix, une des voix importantes. Et on aurait commencé ce segment-là avec l'écoute de ta chanson Différent. Excellent. Traversant le cosmos sur un météorite, voyage un spermatozoïde fringant. Et c'est le Big Bang. Dans l'antichambre sous les yeux de mes 7 ans, c'est cette virgule dans le temps qui décide de ce que t'auras l'air. Ça change étrangement le visage des gens quand t'es différent. Dans une mer amniotique, un gros choc électrique, puis quelques petits coups de tonnerre. Sauver comme par magie, changer le cours d'une vie et de tout l'univers. C'est cette virgule dans le temps qui décide de ce que t'auras l'air. Ça change étrangement le visage des gens quand t'es différent. Quisquidubi, quibus octilis, cours comme le quando. C'est pas toi qui choisis, pas le coupable, irrévocable. Le hasard me sourit. Quisquidubi, quibus octilis, cours comme le quando. C'est pas toi qui choisis, pas le coupable, irrévocable. Le hasard me sourit. Par un bon matin d'été, tout le monde est rassemblé pour voir le nouveau petit comique. Mais comment leur expliquer ce qui est arrivé dans l'enceinte hydroponique? C'est cette virgule dans le temps qui décide de ce que t'auras l'air. Ça change étrangement le visage des gens quand t'es différent. Quisquidubi, quibus octilis, cours comme le quando. C'est pas toi qui choisis, pas le coupable, irrévocable. Le hasard me sourit. Quisquidubi, quibus octilis, cours comme le quando. C'est pas toi qui choisis, pas le coupable, irrévocable. Le hasard me sourit. Les enfants différents sont comme des diamants, précieux, solides et brillants. Les dauphins, les sirènes les protègent de la haine pour qu'ils puissent devenir plus grands. C'est une chanson très personnelle, produite d'une façon très personnelle aussi, parce que c'est la musique que tu aimes le plus, mais tu t'es vraiment beaucoup exprimé là-dedans. Comment tu trouves ta chanson après l'avoir chantée plusieurs fois, après qu'on l'ait écoutée tantôt? Ben, cette chanson-là, ça demeure encore aujourd'hui mon texte préféré. Une musique bien entraînante sur ce texte-là qui
malgré tout assez doux et touchant, je dirais. Donc, c'est un drôle d'amalgame qui a été rejoindre beaucoup de personnes qui se considèrent différentes, on peut le dire. Entre autres, beaucoup les personnes handicapées, mais ça fait comprendre à tout le monde c'est quoi être différent. C'était un peu ça le but de ma chanson. Et si on va un peu plus profondément, les racines de cette chanson-là viennent d'un récit, en fait, d'une histoire vraie que mes parents m'ont raconté tard dans ma vie. C'est le fait que quand j'étais à l'hôpital, très jeune, les docteurs avaient dit à mes parents que je n'étais peut-être pas viable, que j'étais pour... en fait, c'était le parrain de mon père, on va le dire, qui a conseillé à mes parents de retourner à la maison sans moi. Puis là, j'étais probablement pour me ramasser dans un orphelinat ou un centre où les jeunes personnes handicapées se retrouvaient dans les années 70. Quelques semaines ou mois après, mes parents ne pouvaient pas concevoir de ne pas récupérer leur enfant. Ils sont retournés à l'hôpital, puis ils m'ont repris, ils m'ont ramené à la maison. Puis là, ça a été ma plus grande chance de ma vie. Sauf que ça, mes parents, ils m'ont conté ça, je devais avoir 25-26 ans. Oh. Et puis, je ne comprenais pas pourquoi j'avais pas su ce détail-là de ma vie avant. Quel détail, oui. Hein? Ça m'a vraiment inspiré pour justement cette chanson-là qui en fait, quand on entend quis quid ubi quibus auxilis cur commodo quando, c'est du latin qui venait d'un album d'Astérix que j'ai la chance de lire. Et c'était pour trouver un coupable. Quis quid ubi, ça veut dire qui, quoi, où. Quibus auxilis, par quel moyen. Cur commodo quando, pourquoi, comment et quand. Toutes des questions qu'on se pose quand on est une personne handicapée de naissance ou quand on a un accident ou que quelque chose nous arrive de terrible dans la vie, ou en tout cas dans mon cas c'est pas quelque chose de terrible, c'est une force que j'ai développée, mais c'est vraiment une chanson qui va rejoindre le cœur des personnes handicapées, des gens qui sont différents. Puis comme j'aime à le dire, tout le monde est différent. Oui, donc tout à fait. Tous écouter la chanson. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont approché par rapport à cette chanson-là? Je dirais que les témoignages que j'ai eus, c'est beaucoup dans les écoles. Je donne des conférences dans les écoles régulièrement. Et souvent, les professeurs ont la bonne idée de faire jouer et faire apprendre aux élèves cette chanson-là. Et quand je la joue, parce que je la joue dans toutes mes conférences, parce que c'est une de mes préférées, et qu'elle porte bien son message, les jeunes la chantent avec moi. Donc ça, c'est toujours bien le fun. Et puis, c'est un peu comme ça que la chanson voyage à travers le temps par les professeurs qui la font découvrir aux élèves. On a très peu parlé, probablement à cause de ta personnalité très forte, on a très peu parlé depuis notre entretien de ton handicap, mais toi, avec ta compagne, avec Catherine Granger, vous militez beaucoup pour l'inclusion. Vous avez toi, tu as fait un enregistrement d'un album live devant les parents de l'hôpital Sainte-Justine. Tu es le porte-parole de l'Office des personnes handicapées du Québec pendant 15 ans. Tu as participé à un balado, le balado Capable, Entreprendre sans limite avec Kim Auclair. Tu as 2 saisons de La Clé des champs sur Ami Télé et la production d'un documentaire du même nom. Ça devient donc un engagement important pour toi de faire connaître toutes les possibilités de tout le monde, peu importe justement leurs différences. Oui, le fait d'être sur la sellette et d'être différent m'ouvre énormément de portes, justement, pour porter ce message-là. Je sens que j'ai une certaine responsabilité envers la société en général pour faire comprendre aux gens que l'ouverture d'esprit, c'est très important, que l'accessibilité, l'inclusion, que la résilience aussi par rapport à tous ceux qui vivent, soit avec un handicap ou avec des problèmes, devient la solution. C'est aussi donc ma façon à moi de vivre mon handicap, de le vivre et de partager cette espèce de légèreté avec laquelle je prends ma situation. Puis la raison est, avec tout ce qu'on a expliqué depuis le début, l'encadrement, les amis autour de moi, mes parents, ma famille, tout ça fait que j'ai une vie
trépidante, une vie fantastique, un bonheur facile, si on peut dire. Oui. Et puis, j'essaie de communiquer ça aux gens parce que tout le monde a une force intérieure. On peut servir de cette force-là comme on le veut. Il y en a qui ont de la difficulté à la faire ressortir. Il y en a qui n'ont pas de difficulté et qui peuvent, comme moi, la partager avec d'autres gens. Donc, c'est ça. C'est ma vie. Elle est comme ça. Puis, je suis très content de partager ces expériences-là, si on veut, puis ces messages-là à tout le monde qui veut bien l'entendre. Ça nous amène, cette réflexion-là, ça nous amène à le concept de l'émission La Clé des Chants sur Ami Télé. C'est un peu ça que tu veux créer, en fin de compte. Oui, parce que justement, à La Clé des Chants, je mets en lumière le talent de d'autres personnes handicapées que moi. Et puis, j'ai beaucoup de plaisir à le faire parce que moi, j'ai pas fini, mais j'ai quand même fait le tour de ce que j'ai pu présenter aux gens sur scène, sur album, à la télévision. Et là, d'arriver puis de pouvoir mettre ces personnes-là de l'avant avec leurs talents musicaux, c'est fantastique pour moi. J'adore ça, ce rôle-là de porte-parole ou disons de porte-étendard qui arrive et qui met d'autres personnes d'ouvre-porte même. D'ouvre-porte. Ouais, j'ouvre des portes, oui. J'ouvre même la porte de mon studio c'est ça. à ces gens-là. La porte de chez moi, en fait, c'est spécial parce que les gens, ils découvrent mon chez-nous en même temps, qui est assez particulier parce que, bon, c'est plein d'instruments de musique, puis ma passion est présente tout autour de moi tout le temps. Mais d'avoir d'autres passionnés comme ça qui me rendent visite et à qui on peut faire vivre des journées fantastiques. Ce qui est le plus intéressant dans tout ça, c'est vraiment les témoignages des gens qui écoutent l'émission, qui sont touchés, qui sont impressionnés, puis qui sont surtout inspirés par le talent de mes invités. Puis ça, c'est mission accomplie pour moi et toute l'équipe de La Clé des Chants à qui je lève mon chapeau parce que c'est des gens fantastiques qui ont su bien filmer, qui ont su bien passer les émotions à travers toutes ces journées-là. On est d'accord. Alors là, on va arriver, Yvan, Martin, le dernier segment. Il y a bien des choses qu'on n'a pas dites et pourtant, on en est là. Évidemment, on a commencé l'émission en te disant, Martin, que tu avais juste 54 ans. Alors, la carrière est loin d'être terminée. Alors, il y a sûrement beaucoup de projets. On a eu une discussion ensemble antérieurement et tu nous parlais de comment tu avais un feeling qui te rejoignait beaucoup, qui t'émouvait quand tu étais à faire des performances dans des salons, je dis des salons, mais des petites salles, des spectacles live et tout ça. Est-ce que ça, c'est des projets que tu entends développer au cours des prochaines années ou... Ben, c'est sûr que les spectacles, ça m'anime toujours, que ce soit des grands spectacles devant des milliers de personnes ou de me retrouver des fois presque en famille ou en tout cas dans des petites salles intimes. Dans les deux cas, c'est des expériences que je raffole de faire. Évidemment, je veux que ça continue jusqu'à ma mort, ça c'est sûr et certain. Et un autre projet que j'ai à cœur, ça serait de faire du doublage. Je lance le message dans l'univers. J'adorerais prêter ma voix à des dessins animés, à des traductions de films qui soient en français. J'ai des grosses voix, j'ai des petites voix, j'ai tout ce qu'il faut. Okay. Martin, il y a un range assez varié. En as-tu déjà fait? Oui, j'ai fait quelques apparitions, entre autres La véritable histoire du petit chaperon rouge, dans laquelle on retrouvait Pierre Lebeau, Karine Vanasse. C'est un dessin animé, on retrouvait leur voix là-dedans. Puis moi, je faisais le Castor Rocker, qui n'était pas un très grand rôle, mais Bastion, l'autre griffe acérée, je suis le rongeur des bois. Est-ce que cette passion pour le dessin animé, ça rejoint un petit peu ton métier de graphisme que tu as toujours dans ton cœur, d'après ce que j'ai compris?
Oui, je dessine encore et j'ai eu l'occasion de faire un dessin animé sur une de mes chansons, Village fantôme. Vous irez voir ça sur YouTube. Ça m'a pris 3 mois et demi pour faire une chanson de 3 minutes et demie. Mais je l'ai fait, j'en suis très fier. Et puis j'ai un autre projet de dessin animé, de chansons que je vais faire en dessin animé, qui est pour les enfants. J'en dis pas plus long pour c'est bien. J'aimerais ça, Martin, qu'on parle de tes études. Comment ça se fait que tu as choisi le graphisme? C'était-tu un défi? Parce que c'est sûr que c'est pas évident pour toi de faire du graphisme. Tu vas me dire aujourd'hui avec les ordinateurs, c'est pas pire, mais dans le temps, la formation au Collège Antique, c'était très axé sur le dessin, justement. Oui, ben moi, je dessine depuis que je suis tout jeune. Mes parents, d'ailleurs, étaient très encouragés quand j'avais 3-4 ans, puis ils m'avaient fourni des crayons, puis du papier, puis déjà, je dessinais des schtroumpfs, les personnages de Disney, comme j'expliquais, qui m'a beaucoup influencé. Donc, pour moi, ça a toujours été dans ma vie, le dessin. Presque autant que la musique. Même plus jeune, c'était le dessin qui était ma passion. Donc, quand j'ai eu à choisir pour aller aux études de cégep, j'avais vraiment envie d'aller en musique, mais le plan B que mes parents m'avaient conseillé, d'ailleurs, mes parents qui ont toujours été de très bons conseillers, c'était d'avoir d'autres cordes à mon arc et d'aller étudier en graphisme. Ça m'a permis par la suite de travailler chez Bell Canada pendant plus de 6 ans en tant que graphiste là-bas. Ça m'a donné beaucoup de discipline, ça, dans ma vie, d'avoir une vraie job avant d'être musicien, chanteur. Parce que quand on le dit, on joue de la musique, on travaille pas de la musique. Oui, c'est ça. On s'amuse. Donc, ça a été des belles expériences de travail comme ça qui m'ont amené justement à garder le focus sur les trucs importants, sur la gestion de mon temps, sur ma discipline de travail et sur les projets que j'accomplis. Pendant ce temps-là, tu commençais ta carrière aussi de musique. Là, quand tu parles de ta période de graphisme chez Bell. Chez Bell, oui. C'est les ça. fins de semaine, j'allais jouer dans les bars, puis je commençais à présenter des spectacles malgré le fait que j'avais cette job-là qui était dans la semaine. Et c'est en 1996 qu'il y a eu un programme de départ volontaire chez Bell, et j'étais le premier en avant. Hey, moi, je veux y aller. À ton âge, il était prêt à te donner ça. Oui, Quand même. En fait, c'est ça, c'était pour justement les coupures budgétaires de l'époque. Dans les années 90, Bell proposait aux employés qui avaient d'autres rêves, qui avaient d'autres projets, de donner un montant d'argent pour peut-être se débrouiller pendant 1 an ou 2. Puis après ça, on volait de nos propres ailes. Puis moi, je suis bien content de l'avoir fait. Ça a été le grand tournant dans ma vie qui a fait que j'ai pris la décision de gagner ma vie avec la musique. Fait que finalement, Bell, peut-on le croire, t'a donné un petit coup de pouce, peut-être sans le savoir. Hein? Oh oui, puis j'allais voir des conférences par des motivateurs. À l'époque, Bell, il était beaucoup sur la formation et tout ça. Puis ça aussi, ça m'a inspiré pour devenir conférencier par la suite dans les écoles, puis dans les différents projets que j'ai faits avec mes conférences, qui se veulent des conférences spectacles, parce que, comme je vous dis, moi, il faut qu'il y ait de la musique toujours. Ouais, hein, donc, c'est ça. On est dans le show. Ouais, c'est ça. Il y a toujours de la musique qui accompagne mes conférences. J'ai un musicien avec moi. Puis on s'amuse beaucoup. Puis les messages passent mieux avec la musique. On dirait que ça donne des moments de détente au lieu d'écouter pendant 1 heure de temps quelqu'un juste parler de quelque chose. Il y a des moments musicaux qui adoucissent ça. C'est bien cool. La dernière question, parce que ça en prend une dernière. Mettons que demain matin, il n'y a plus de musique. Est-ce que c'est possible que Martin Deschamps ait une vie sans musique? Une vie sans musique? Eh boy! Pas sûr. Je pense qu'il n'y a personne qui a de vie sans musique. Tout le monde, on est confronté à la musique, à gauche, à droite, de temps en temps. Et puis, c'est vraiment... la musique, je veux dire, ça rejoint tout le monde parce que, ça tous les styles de musique, toutes sortes de personnes qui préfèrent que du classique au heavy metal. Et dans mon cas, parce que la question s'adresse à moi, non, je ne vivrai pas sans musique. C'est-à-dire ne plus en faire toi-même, là. Je comprends l'écoute. Ne plus en faire, mais ne plus en entendre, ça serait... OK. Mais plus en faire, ça serait possible?
Ben non, Non, c'est ma vie. C'est ta vie, c'est ça, c'est ta vie. Alors, merci, Martin, d'avoir partagé ton univers avec nous. C'est vrai que tu es différent, pour paraphraser ta chanson. Mais moi, je dirais que c'est pas parce que tu as un handicap, mais c'est parce que oui, tu es un artiste, tu es créatif, mais tu es tellement investi, on le sent, juste en te parlant. Il y a toujours plein d'émotions. Il y a quelque chose qui nous rejoint dès qu'on te parle, et même quand on est à distance. Tu es un bel humain, tu es lumineux, puis tu la partages, cette lumière-là. Alors, on te souhaite que du beau pour la suite. On remercie également ton collègue et ami Bryn Leboeuf, qui est chanteur, bassiste de blues, de rock et de etc. Il y en a, en fait, il n'y a rien à son épreuve, lui non plus, d'avoir collaboré à cette émission, qui est réalisée par Mathieu Tessier, à la recherche, à l'animation, Yvan Deslauriers et Francine Forget. C'est une production de Canal M, la radio de l'inclusion.